De fond en comble sur son œuvre, sur sa vie. Vous pourrez appeler au 40 26 07 50 pour poser des questions. Et je rappelle encore le numéro, le 40 26 07 50. Il est venu avec ses ouvrages qu'il vous dédicacera et aussi des œuvres offertes par les éditions Balafon. Alors, bonsoir André, une fois encore de plus, bonsoir. Bonsoir. Je te souhaite encore la bienvenue à la 94.0 FM, Radio Bien-être. Merci. Surtout à Bien-être littéraire. Alors, qui est André Sylvain Kono? C'est une question très vaste. Je suis journaliste, je suis écrivain, je fais de la communication aussi, par ailleurs. Voilà, je suis un Ivoirien, plus tout à fait jeune. D'accord. Et voilà quoi. D'accord. Ok. Mais où vis-tu précisément? En Côte d'Ivoire, en Europe? Ma base c'est Abidjan. Voilà, je suis à Abidjan. Mais du fait de mes activités professionnelles et aussi de mon goût pour la formation, je suis amené à aller à l'extérieur du pays dans des séjours plus ou moins brefs. Voilà, donc ma base c'est Abidjan. Et nous avons vu que tu voyages beaucoup. Et qu'est-ce que tu peux partager de ces expériences lorsque tu voyages, tu découvres d'autres cultures, lorsque tu rencontres d'autres personnes, tu apprends avec elles, etc. Qu'est-ce que tu peux nous partager? Vous voyez, Paris m'a appris à respecter les piétons. Rien que ça. Mais c'est extraordinaire quand on arrive à Abidjan, le manque de respect pour les piétons. Les klaxons des véhicules. Non, c'est hallucinant, c'est insupportable. L'insécurité routière, je dirais les banditismes sur la route, les gens qui ne respectent pas les feux, qui passent sur les passages piétons, les bandes blanches, mais c'est extraordinaire. Et donc, Paris a ceci de particulier que c'est une ville où les gens respectent tellement les piétons. Respectent, bon, bien sûr, il y a des exceptions, hein, mais quand tu as travaillé dans le 16e arrondissement de Paris, qui est quand même le quartier hyper huppé, où le monsieur bourgeois s'arrête à 5 mètres de la bande blanche, même quand le feu il est vert, pour laisser passer les piétons. On est vraiment surpris de voir une telle indiscipline sur la route en Afrique. Voilà. La Chine, par exemple, m'a appris l'innovation, le fait de ne jamais faire comme les autres. Et ça, c'est très important. En Afrique, on dit, écoute, tu vois mon appartement, tu vois l'appartement qui est là, je vais construire le même appartement que lui. Et donc, on copie et on colle, et souvent très mal. En Chine, on copie bien et on colle très bien. Voilà, et donc effectivement on copie, on améliore. Donc ces deux visions du développement en Chine et en Afrique me force à dire que écoutez, on a encore du chemin à parcourir en Afrique. Alors, André Sylvain Kono, il est journaliste à Jeune Afrique. Comment cela s'est réalisé? Alors, mon entrée à Jeune Afrique se passe de la façon la plus simple possible et la plus classique. Voilà, parce que j'ai lu beaucoup de choses qui sont totalement fausses dans certains journaux en disant aussi d'arrangement politique. Oui, justement, oui, j'ai lu beaucoup de choses, mais vraiment des choses très méchantes. Vous savez, très souvent, les gens qui écrivent des choses méchantes sur les hommes, sur certaines personnes, ces gens-là fonctionnent de telle sorte que je veux dire, les gens écrivent ou disent ce que eux-mêmes font, adoptent comme fonctionnement. Non, mon passage, mon arrivée à Jeune Afrique est arrivé de façon tout à fait classique. Alors, il y a une annonce qui passe dans le journal que je prends. Les gens recherchent un journaliste
spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Tu comprends passablement l'anglais. Tu es spécialiste dans les grands genres journalistiques, donc enquête, reportage, interview. Et voilà, c'est tout. Je postule, il y a une bonne centaine de candidats et je suis retenu. C'est aussi simple que ça. Je n'ai bénéficié d'aucun parrainage. Je n'ai bénéficié d'aucun arrangement politique parce que qui arrangerait cela politiquement? J'ai entendu des noms, des gens que je ne connais même pas, voyez, mais pour dire que pour ces gens-là, il n'y a pas de mérite. Non, je pense que les gens de Jeune Afrique, quand même, veulent vendre leurs journaux. Et donc, ils ne prennent pas le premier venu qu'un homme politique conseille, parce que dans tous les cas, il fera le job de l'homme politique. Eux veulent vendre leurs journaux, ce n'est pas le seul homme politique qui achète des journaux. Donc, mon arrivée, c'est vraiment de façon tout à fait classique. J'en ai d'ailleurs parlé dans une interview un jour. Celui qui m'a recruté, c'est Marwan Ben Yamed, le patron de Jeune Afrique. Donc voilà, de façon tout à fait classique, à partir d'un appel à candidature. Ok. Donc on retient que tu as Jeune Afrique de manière classique. Tout à fait classique. Ok. Alors, tu es conseiller du Premier ministre en juillet 2012. Conseiller en communication du Premier ministre en juillet 2012. Alors là aussi c'est classique ou c'est un arrangement politique? Non, ce n'est pas tout à fait classique. Ce n'est pas tout à fait classique parce que une nomination à ce niveau-là est politique. Voilà, il faut... Vous savez, moi j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Je n'aime pas les tournures. Ok, allez-y. Quand un Premier ministre nomme, il prend un arrêté. D'accord. Donc, il prend cet arrêté de son propre chef. Vous voyez, lui seul connaît les raisons qui le motivent, qui le poussent à prendre cet arrêté. Il n'empêche, sa nomination est politique. Ça, c'est bien clair. Donc, ça n'a rien de classique, c'est politique. Alors, l'histoire de ma nomination à la primature, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé, mais ça se passe de façon tout à fait extraordinaire. Moi, je suis en reportage, en mission au Togo. Quand un confrère ici, que je ne nommerai pas pour le moment, m'envoie un message sur Facebook parce que j'étais injoignable sur aussi bien mon numéro ivoirien que mon numéro parisien. Parce que bon, j'avais coutume de prendre la puce locale chaque fois que j'arrivais dans un pays. Davantage pour communiquer avec les gens au plan local. Et donc j'avais ma puce togolaise, que les gens à Abidjan évidemment n'avaient pas. Voilà. Donc c'est sur ma page Facebook, parce que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est sur ma page Facebook que ce journaliste ici, très proche du Premier ministre Jeannot Kouadia-Ossou, m'envoie un message pour dire le Premier ministre souhaite te parler. Voilà. J'ai dit, mais écoutez, moi je suis à Lomé, hein, voilà, je suis en mission. Et puis bon, j'ai pas de programme sur Abidjan actuellement. Il me dit en plaisantant, il dit mais écoute, on te dit que le Premier ministre de Côte d'Ivoire veut te voir et tu dis que tu es en mission, arrange-toi pour venir à Abidjan. Bon, moi j'ai cru que c'était peut-être une interview ou bien quelque chose, mais j'ai tenté d'appeler le Premier ministre. Bon, évidemment, c'est le Premier ministre, on ne joue pas facilement. Donc pour en savoir un peu plus, donc je prends mon avion. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais avec l'un de vos confrères, Paul Philippe, de la radio. On a pris le même avion pour venir à Abidjan. C'est comme ça que je rencontre le Premier ministre qui me dit, écoute, voilà, Silver, je t'ai nommé comme mon porte-parole, conseiller en communication. Voilà, ça s'est passé en 1 minute, parce que lui devrait partir, je crois, en conseil des ministres, ensuite aller aux États-Unis. J'ai dit, waouh, bon, j'informe mes patrons à Paris, mais j'ai dit au Premier ministre, écoutez, je vais réfléchir, mais en même temps, c'est vrai que les challenges m'intéressent bien, ça me plaît. Journaliste sur la communication, il y a un pas, mais c'est deux choses totalement différentes. Ça, on commet souvent l'erreur. Mais bon,
vous avez lu un peu mon CV, j'ai quand même une petite formation en communication. Donc ça ne me faisait pas peur du tout. J'ai informé mes patrons, je suis retourné tranquillement, fini ma mission, j'ai observé un moment, et puis bon, je suis revenu au pays pour prendre mon job. Voilà. Mais est-ce que ça n'influence pas ton activité à Jeune Afrique? Non, non, je ne suis plus à Jeune Afrique. Je ne suis plus à Jeune Afrique. Parce que, vous savez, j'aurais pu rester à Jeune Afrique. Et ça, très souvent, les gens ne le savent pas. J'aurais pu rester à Jeune Afrique et continuer à bosser pour le Premier ministre. Vous voyez? Mais pour moi, c'est une confusion de genre. Voilà, j'aime assumer. J'aime assumer. J'ai assumé mon choix de rentrer au pays, voilà, de servir. Bon, généralement, j'aime pas cette expression parce que ça cache bien des hypocrisies. Voilà, quand vous entendez quelqu'un dire, écoutez, moi, c'est pour servir mon pays, en réalité, il sait ce qu'il recherche. Et après, celui qui aime bien utiliser ce mot, il arrive à faire beaucoup de compromissions et aussi à sécher son habit là où le soleil brille le plus pour dire, écoutez, je sers le pays. Non. Alors moi, j'ai assumé le fait que, et d'ailleurs je l'ai dit clairement, que j'accepte le job. J'ai accepté le job et j'ai pris une mise à disponibilité à Jeune Afrique. J'aurais pu conserver ce job-là, mais c'est une confusion des genres, je précise, parce que on serait tenté d'écrire pour la personne pour qui tu travailles. Voilà. Et cela, c'est arnaquer les lecteurs. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que je mettais un terme à ma collaboration avec Jeune Afrique. D'accord. Alors, tu as gagné de nombreux prix dans le domaine journalistique comme dans le domaine littéraire, notamment Caïcédra 2013. C'est ton premier roman et tu avais d'autres concurrents qui étaient peut-être à leur 3e œuvre, 4e œuvre, et tu gagnes le prix Caïcédra 2013. N'est-ce pas aussi un arrangement? Non, je ne connaissais même pas les membres du jury jusqu'à ce que j'arrive dans la salle. Voilà. Je sais que c'est mon éditeur qui a présenté, Charles Pemont, l'encre bleue, qui a présenté ma candidature. Vous voyez, donc, à la limite, on peut dire peut-être que c'est l'éditeur qui a corrompu les membres du jury, mais moi je ne les connaissais pas, je les ai découverts dans la salle. Bien sûr, c'est des gens, je connaissais certains parmi eux, mais je ne savais pas que c'était les membres de ce jury-là. Parce que comme je l'ai dit, c'était l'éditeur vraiment qui s'occupait de présenter ma candidature, tout ça, parce que j'avais tellement de choses à faire que je ne m'étais pas occupé de ça du tout. Et d'ailleurs, que je n'aurais rien à faire, je ne m'en serais pas occupé parce que je ne vois pas autrement comment est-ce que je corromprais Marie-Catherine Kwasi. Voilà, tu es membre du jury. Voilà, donc, et puis, je n'ai pas la culture de la corruption. Parce que pour moi, ne pas être lauréat d'un concours, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est l'échec est une invitation à mieux faire. Voilà.